Le Tchad vient de rompre la chaîne. Pourquoi le Pentagone est-il saisi de panique? En optant pour l'alliance des États du Sahel, le Tchad tourne le dos à plus de 4 siècles de domination étrangère. Ce choix n'est ni un simple acte de bravoure, ni un geste symbolique sans lendemain. C'est la fermeture brutale d'une porte que l'Occident croyait verrouillée à double tour, et l'ouverture d'une ère où l'Afrique ne demande plus la permission pour choisir son avenir. Pour la première fois depuis plusieurs générations, ni Paris ni Washington ne dictent la sécurité de la région. Dans les couloirs du pouvoir américain, la panique est palpable. Les appels frénétiques se multiplient vers Yaoundé, dernier bastion pour tenter de garder la main sur le Sahel. Mais que se passe-t-il vraiment? Ce n'est pas seulement un bouleversement politique, c'est la chute d'un système colonial prolongé, la renaissance d'une Afrique debout, décidée à reprendre le contrôle de ses ressources, de ses frontières et surtout de son destin mental. Ce choix du Tchad a des répercussions qui dépassent largement la région. La sécurité de l'Europe et des États-Unis, la stabilité des routes commerciales mondiales, l'avenir du dollar et l'équilibre de l'économie planétaire sont en jeu. Ce qui vient de se produire au cœur de l'Afrique pourrait impacter la vie de milliards de personnes sur les 5 continents. Fermer les yeux sur ce tournant, c'est choisir de rester aveugle face aux séismes économiques et géopolitiques à venir. C'est risquer de voir le modèle occidental perdre son influence et sa crédibilité, alors que de nouvelles puissances redessinent l'ordre du monde, loin des anciennes règles. Mais pourquoi ce geste du Tchad effraie-t-il autant les stratèges américains? Pour saisir l'ampleur du choc, il faut revenir sur le rôle central du Sahel dans le dispositif occidental. 40 années de silence imposées au Musa du Tchad. Mais ce calme pesant, qui en tirait vraiment bénéfice? Pour l'Occident, le Tchad n'a jamais été une simple zone sur la carte. C'était un pivot caché de la sécurité africaine, le verrou du Sahel. Prenons un exemple concret. La base aérienne française de N'Djamena, installée depuis la fin des années 90, servait non seulement à projeter la force militaire sur le continent, mais aussi à surveiller les routes du désert, de la Libye à la Centrafrique. Des milliers de soldats y étaient stationnés, et chaque mouvement militaire au Sahel dépendait de cette position stratégique. Une base militaire idéale au cœur du continent, avec des accès fulgurants pour les avions de chasse, des pistes pour surveiller sans relâche, et la mainmise sur les routes vitales du désert. Ce privilège avait son prix. Chaque jour, les habitants tchadiens vivaient sous le grondement des moteurs venus d'ailleurs. Au-dessus de N'Djamena et des hameaux de sable, le ciel était griffé par les mirages français, les drones américains. Cette présence n'était pas une promesse de paix. C'était la preuve quotidienne que la souveraineté avait été confisquée, que les décisions cruciales se prenaient loin, dans les capitales occidentales. Écoutons l'histoire de Musa, 68 ans, ancien soldat, qui murmure d'une voix lasse « Dado Sobrlandoeo ». On nous a bâillonnés pour garder leur pouvoir. Comme beaucoup, il a connu le vacarme des appareils étrangers, les guerres sans explication, au service d'intérêts qui ne parlaient pas sa langue, ni ne nourrissaient ses enfants. Pendant 40 ans, ce calme sous contrainte a enrichi les puissances étrangères, jamais ceux qui en portèrent le poids. Les analystes occidentaux, noyés dans les chiffres et les traités, n'ont jamais saisi l'ampleur du malaise. Ils pensaient que la résignation des anciens deviendrait l'héritage des jeunes. Mais cette nouvelle génération refuse ce pacte de soumission. Elle scrute le ciel sans crainte, téléphone à la main, connectée à Bamako, Ouagadougou, Niamey. Elle écoute Ibrahim Traoré, ce capitaine qui ne demande plus, mais exige le respect. Prenons pour exemple la façon dont la jeunesse malienne, inspirée par le départ des troupes françaises en 2022, a massivement manifesté à Bamako, agitant des drapeaux maliens et russes, réclamant une coopération qui respecte leur souveraineté. Le même phénomène se retrouve aujourd'hui à N'Djamena, où des jeunes osent défier publiquement les symboles de la présence étrangère, peignant des fresques appelant à l'unité africaine sur les murs de la ville. Alors, l'impensable se réalise. L'unité du Sahel n'est plus un rêve lointain. Porté par des leaders comme Traoré, le Tchad brise ses chaînes et rejoint l'Alliance. Ce n'est pas seulement une rupture militaire ou diplomatique, c'est une révolution psychologique, un refus massif de jouer encore les figurants dans un scénario dicté ailleurs. Ignorer cette colère, ce désir d'émancipation, c'est bâtir sur du sable mouvant. Il n'a suffi que d'un geste symbolique, la signature du Tchad, pour que l'édifice occidental s'écroule comme une porte rouillée dont la charnière vient de rompre. Mais comment ce basculement a-t-il été possible? Et pourquoi maintenant? Pour répondre, il faut remonter aux fissures invisibles qui ont lentement miné l'ordre établi. 3 armes nouvelles frappent l'Empire et aucune ne se négocie dans les salons feutrés. Première frappe,
Le verrouillage des ressources. Le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, unis pour la première fois, forment un bloc inédit. Ensemble, ils contrôlent l'or, l'uranium, le pétrole ainsi que des minerais stratégiques. Désormais, plus de multinationales ni de chancellerie étrangère ne pourra isoler l'un de ces pays, ni les monter les uns contre les autres. Fini le temps où Paris ou Washington signaient à Niamey sans consulter Bamako. Les matières premières prennent la parole ensemble, fixent leur prix, leur sort. Prenons un exemple historique. Le cartel pétrolier de l'OPEP, créé dans les années 60, a radicalement modifié l'équilibre mondial en fixant les prix du pétrole et en imposant aux pays consommateurs de négocier. Aujourd'hui, le bloc sahélien s'en inspire pour l'uranium, vital pour les centrales nucléaires françaises et européennes, ou pour l'or, dont la demande mondiale explose. Deuxième frappe, le rempart territorial. Grâce au Tchad, l'Alliance trace une ligne continue du golfe de Guinée aux portes du Soudan et de la Libye. Ce n'est plus une suite de pays fragiles, mais une forteresse de millions de kilomètres carrés, plus vaste que l'Inde. Pour les armées étrangères, chaque opération bute désormais sur un mur. Fini les bases arrière faciles, les corridors logistiques, les survols discrets. Les satellites voient, mais ne touchent plus. Les drones entendent, mais ne peuvent plus frapper. Les espions sont aveugles, les généraux deviennent sourds. Pour illustrer, souvenons-nous de la guerre du Vietnam où la maîtrise du territoire et la volonté locale ont fini par empêcher la superpuissance américaine d'agir à sa guise. De la même manière, la nouvelle alliance sahélienne complique toute projection militaire extérieure car la chaîne logistique est rompue, les autorisations de survol refusées, les bases menacées de fermeture. Mais la troisième arme est la plus redoutée à Paris, Bruxelles et Washington, la libération psychologique. Pour la première fois depuis l'indépendance, la jeunesse africaine entrevoit un autre destin. Elle refuse la fatalité de l'humiliation, de la pauvreté organisée, du mépris institutionnel. À Abidjan, à Douala, à Dakar, dans la diaspora de Paris ou Montréal, une fierté nouvelle jaillit. Le message circule, la souveraineté n'est plus un slogan, c'est un acte concret, viral, irréversible. Et cet acte, incarné dans l'unité, bouleverse l'avenir du continent. Prenons un scénario. Des étudiants ivoiriens organisent un débat sur les campus d'Abidjan, invitant leurs homologues burkinabés à témoigner de l'impact de la rupture avec la France. Les réseaux sociaux diffusent en temps réel ces échanges, créant une onde de choc qui pousse d'autres jeunesses à réclamer plus d'autonomie, à remettre en question le franc CFA, à exiger la révision des contrats miniers. C'est ainsi, par l'exemple et le partage d'expériences, que le feu de la libération mentale se propage, défiant l'ancienne architecture du pouvoir. Ce triptyque, ressources verrouillées, territoire sanctuarisé, mentalité libérée, terrifie l'Occident. Il menace l'ordre hérité de plusieurs siècles. Si l'Alliance tient, l'Occident perd la main sur les matières premières, l'accès aux bases et surtout, il ne peut plus étouffer ce feu d'espoir qui se propage sous le Sahara. L'ancien monde perd contrôle, surveillance, intervention à volonté. Même le dollar, même l'euro tremblent devant cette onde de choc. Derrière chaque décision à Bamako ou N'Djamena se cache la peur de perdre privilèges, marchés captifs, routes d'uranium ou de pétrole. Le sort des économies occidentales, leur influence se joue ici, maintenant. L'Alliance sait que la moindre faille serait exploitée sans pitié. Mais la forteresse a encore une faiblesse. Entre l'Atlantique et l'axe sahélien, un verrou géographique subsiste. Et la clé de ce verrou, c'est le Cameroun. Tout se joue désormais autour du Cameroun, car sans lui, l'Alliance ne pourra jamais fermer le cercle. Mais le pays, tiraillé entre menaces, promesses et fierté contradictoires, hésite à franchir le pas. Le Cameroun, dernier bastion d'un ordre ancien ou tremplin vers la renaissance africaine. La question brûle aujourd'hui à Washington, à Paris, à Yaoundé. Car au sud du Tchad, le sort du continent se joue sur le fil, entre stabilité et tempête. Tout converge vers le pipeline Tchad-Cameroun, un serpent d'acier de près de 1000 km, invisible mais vital. Il relie les puits du Sahel au port de Kribi, sur l'Atlantique. Plus qu'une artère énergétique, le pipeline est le cœur de la richesse régionale, la clé du coffre-fort africain. Si l'Alliance s'en empare, c'est l'approvisionnement, les contrats et la fiscalité de toute l'Afrique centrale qui basculent vers la souveraineté retrouvée. Pour mieux comprendre, rappelons l'exemple du canal de Suez en 1956. Lorsque l'Égypte de Nasser nationalise le canal, l'impact sur l'économie mondiale est immédiat. La France et le Royaume-Uni perdent un atout stratégique et l'ordre international bascule. Le pipeline Tchad-Cameroun, bien que plus discret,
joue un rôle équivalent aujourd'hui pour la région. Face à cette pression, Paul Biya, président depuis plus de 40 années, marche sur une corde raide. Il est le dernier verrou du statu quo, déchiré entre une fidélité ancienne à l'Occident et le souffle irrésistible venu du Nord. Céder à l'Alliance, c'est risquer la rupture avec Paris, Londres, Washington. Résister, c'est défier une jeunesse et une diaspora enflammées par l'exemple du Sahel. Dans les quartiers de Douala, de Yaoundé, jusque dans les capitales européennes où vivent des millions de Camerounais, la tentation est immense. Les regards se tournent vers Bamako, Ouagadougou, Niamey. On y voit des peuples relever la tête, reprendre le contrôle de leurs richesses, abattre les symboles de l'ingérence. Les réseaux sociaux bourdonnent d'audace. Pourquoi pas nous? Les jeunes rêvant d'un Cameroun maître de son pétrole, de sa monnaie, de ses frontières. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'impossible semble atteignable. Un exemple frappant, après la rupture diplomatique du Mali avec la France, de jeunes Camerounais ont organisé des marches pacifiques à Yaoundé, brandissant des pancartes « Notre pétrole, notre avenir » et appelant à la création d'une banque centrale africaine indépendante du franc CFA. Ces mobilisations, relayées sur les réseaux, inspirent des mouvements similaires au Gabon, en Guinée équatoriale, et même en République centrafricaine. Mais le choix du Cameroun pèse sur l'échiquier mondial. Si Yaoundé rejoint l'Alliance, l'AES accède à l'Atlantique. C'est la fin de l'encerclement, la perte pour l'Occident d'un relais stratégique, d'une base logistique, d'une porte sur le golfe de Guinée. En une décision, la carte du pouvoir africain se redessine. L'Alliance pourrait devenir une superpuissance régionale, imposer ses prix, ses règles, bouleverser les négociations internationales. Imaginons un scénario. Le Cameroun se rallie à l'Alliance et l'exportation du pétrole via Kribi se fait en monnaie africaine. Les recettes fiscales bondissent, la dette extérieure diminue, la croissance s'accélère, mais en riposte, des sanctions occidentales frappent les exportations de cacao et de coton, menaçant des milliers d'emplois. Les entrepreneurs locaux, soutenus par une diaspora mobilisée, investissent alors dans des industries de transformation pour réduire la dépendance extérieure. Les tensions augmentent, mais la résilience s'installe. Mais ce scénario est lourd de périls. Washington et Bruxelles agitent déjà la menace de sanctions. Les chancelleries occidentales parlent de ingérence, de menaces à la sécurité globale. Si la transition va trop vite, le risque est réel. Escalade, intervention par procuration, voire affrontements ouverts. Le Cameroun pourrait devenir le terrain d'une nouvelle guerre froide africaine, avec des conséquences incalculables pour la stabilité du continent. L'histoire récente du Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, rappelle combien le contrôle des ressources et des frontières peut être source de conflits, mais aussi de renouveau, si la gouvernance locale s'impose avec fermeté et légitimité. En définitive, tout se joue ici. Accès à la mer, contrôle du pétrole, avenir du franc CFA, stabilité régionale. Le Cameroun n'est plus un simple pays. Il est le baromètre de la souveraineté africaine. Son choix affectera la vie de millions d'Africains, mais aussi le quotidien de chaque citoyen du Nord, où le prix du carburant, la force de la monnaie et la paix sociale dépendent en partie de cette équation. Au-delà des frontières, ce choc résonne dans les portefeuilles et la vie quotidienne, au nord comme au sud. Le temps presse. Chaque jour accroît la tension et rétrécit la fenêtre de négociation. Bientôt, le choix du Cameroun pourrait devenir irréversible. Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel n'est pas un simple choc local, c'est un séisme dont les répliques secouent déjà vos économies, vos marchés et la carte du monde. Ce basculement n'épargne personne. Il ébranle les certitudes des décideurs, rebat les alliances et s'infiltre jusque dans vos portefeuilles. Première onde, la dédollarisation s'accélère. Si l'uranium, l'or ou le pétrole ne sont plus échangés en dollars ou en euros, mais en yuan, en roubles ou même en monnaie africaine, alors l'ordre monétaire mondial vacille. Imaginez, du jour au lendemain, la demande mondiale pour le dollar s'effondre. Sa valeur pourrait chuter, entraînant avec elle votre pouvoir d'achat, vos économies, vos taux d'intérêt. Pour rappel, dans les années 70, la fin de la convertibilité du dollar en or a déclenché une crise monétaire mondiale. Aujourd'hui, l'émergence de blocs économiques alternatifs, comme les BRICS, menace de marginaliser le dollar, ce qui aurait des conséquences directes pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans l'ombre, la Chine et la Russie avancent patiemment leurs pions. Elles n'imposent pas leur drapeau, elles offrent des protocoles, des infrastructures, des armes et surtout une protection diplomatique à l'Alliance du Sahel. Pour la première fois, ce ne sont plus les puissances occidentales qui dictent les règles du jeu. D'autres maîtres du tempo se rendent indispensables, sans forcer, sans bruit. Un exemple concret,
La Russie fournit des hélicoptères et des conseillers militaires au Mali, tandis que la Chine finance des barrages et des routes au Niger. Ces partenariats, établis sans conditions politiques, séduisent quant à de plus en plus de dirigeants africains lassés des injonctions occidentales. Face à cette redistribution, l'Occident réalise amèrement son erreur, avoir cru que la force et le statu quo suffiraient. Les dirigeants ont sous-estimé la soif de souveraineté populaire. Ils ont misé sur des bases militaires, des traités, sans jamais entendre les voix des peuples. Aujourd'hui, ce sont justement ces peuples qui renversent la table. Ils légitiment de nouveaux partenaires et réduisent l'influence de Paris, Washington ou Bruxelles à presque rien. Le basculement du Sahel ne ferme pas seulement une porte stratégique pour l'Occident, il annonce l'émergence d'une ère multipolaire. L'Afrique, longtemps reléguée au rang d'arrière-cour, devient un centre de gravité incontournable. Les décisions prises au Sahel résonnent désormais sur les marchés mondiaux, influencent les stratégies diplomatiques et inspirent d'autres régions en quête de liberté. Ignorer ou minimiser cette mutation serait une faute lourde. C'est prendre le risque d'une crise économique mondiale, voir fondre l'influence occidentale et laisser s'installer des conflits incontrôlables. Mais c'est aussi manquer la leçon d'histoire, celle de peuples qui, en reprenant le contrôle de leurs ressources et de leur destin, redessinent le jeu mondial sous nos yeux. La question qui se pose désormais est brûlante. Serons-nous de simples témoins de ce nouveau chapitre ou trouverons-nous le courage d'en devenir les acteurs ? Mais ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Il s'infiltre dans les choix quotidiens jusqu'au cœur de nos sociétés. L'histoire ne s'écrit plus à Paris ni à Washington. Elle s'invente à N'Djamena, à Bamako, à Ouagadougou, et désormais dans chaque esprit attentif à ce basculement. Face à cette onde de choc venue du Sahel, deux voies s'offrent à vous. Observer à distance ou entrer dans l'arène. Car ce qui se joue aujourd'hui dépasse le sort d'un territoire. C'est la justice, la souveraineté et la valeur même de votre voix dans le monde qui sont en jeu. Rester passif, c'est laisser d'autres fixer les règles, décider de votre sécurité, de la santé de votre économie, du destin de votre monnaie. C'est accepter que demain, votre influence se délite, tout comme la crédibilité de vos principes de liberté et de démocratie. Mais choisir de s'impliquer, c'est prendre la mesure de l'instant. C'est soutenir la renaissance de peuples longtemps privés de leur avenir, des peuples qui, pour la première fois depuis des siècles, reprennent possession de leurs terres, de leurs ressources, de leur destin. L'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement une affaire de militaires ou de diplomates. Elle incarne une force neuve, la montée d'une conscience collective, la maîtrise locale, la volonté d'imaginer un ordre enfin pensé pour et par l'Afrique. Quels sont alors les gestes pratiques à entreprendre pour accompagner ce tournant ? D'abord, informer et sensibiliser autour de soi. Organiser des conférences, des débats, publier ou relayer des analyses sur les réseaux sociaux. Ensuite, soutenir financièrement ou moralement les initiatives africaines visant à la souveraineté économique ou éducative, comme les coopératives agricoles, les incubateurs technologiques, les universités locales. Sur le plan diplomatique, encourager les gouvernements à respecter la volonté populaire africaine, à revoir les accords commerciaux inéquitables, à appuyer la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour donner une voix réelle au continent africain. Enfin, pour la diaspora, s'impliquer dans les projets de retour d'expertise, d'investissement productif, de mentorat des jeunes générations. Voici un appel à la responsabilité, l'histoire avance avec ou sans vous. Choisissez votre camp, non par slogan mais avec lucidité. Serez-vous du côté de l'émancipation ou préférez-vous assister, impuissant, à la chute de votre modèle ? Personne ne vous demande une solidarité aveugle. Mais nul ne peut ignorer que ce qui se décide au Sahel façonnera la sécurité, la prospérité et la légitimité de chacun demain. La parole vous revient. L'Afrique n'est plus une abstraction lointaine. Elle devient le miroir de vos choix, de votre courage ou de vos renoncements. Car l'avenir ne se décrète pas dans le secret d'un bureau occidental. Il se construit ici, maintenant, à la lumière de ce que chacun décidera.